touristes viennent à mon pays. Dios mío, j'adore que les touristes viennent dans mon pays, mon Dieu. Oui, gracias, mon pays est très bien, merci. País, bienvenidos, gracias tous les touristes. Bienvenue dans mon pays, bienvenue. J'adore les touristes. Nous avons continué à parcourir la Syrie ce matin. Cela a commencé vers Bixer, où nous avons roulé d'Alep jusqu'à Hama. Nous y sommes restés quelques heures. Et maintenant, nous sommes partis à Hossem, ce qui en espagnol signifie quelque chose comme le fort ou le crack des chevaliers. C'est ainsi que s'appelle cette forteresse qui se trouve derrière moi. Elle a une importance historique incroyable que je vais vous raconter au fur et à mesure que nous la visiterons. Cet endroit a été construit en 1142 par les chevaliers hospitaliers de Quasad, puis en 1271, il a été conquis et détruit par les Mamelouks. Et en fait, chaque nouvelle civilisation qui arrivait dans un lieu voulait laisser sa marque et essayer d'effacer les traces du passé. Mais encore une fois, en 1948, si je ne me trompe pas, il a été restauré par les Français et aujourd'hui, il est bien fréquenté par les touristes. Cet endroit était d'une grande importance dans l'Antiquité car il se trouvait entre la mer Méditerranée et bien ce qui est aujourd'hui la capitale de la Syrie, Damas. Donc c'était comme un point de passage pour toutes les croisades. Non. De plus, à cette époque, la Jordanie, Israël, la Syrie et le Liban étaient considérés comme la Terre Sainte. Et cet endroit représentait une sorte de présence, une preuve de leur existence au milieu de toutes les croisades, n'est-ce pas? Je suis impressionné par le fait que je suis peut-être le seul touriste en ce lieu. Oh. Si on fait un tour à 360 degrés, je suis complètement seul. Et bon, c'est vrai que la Syrie a traversé beaucoup d'épreuves, mais cela fait déjà 4 mois depuis sa libération de l'ancien régime. En plus, c'est une très bonne période, il fait vraiment frais. Moi, en fait, après 15 heures ou 16 heures, je dois mettre en poule parce que le froid se fait sentir. Une autre chose qui m'impressionne beaucoup dans cet endroit, c'est à quel point c'est vert, non seulement à cause de la végétation qui envahit le château ou le fort, mais aussi dans les environs. Nous sommes maintenant dans une région plus montagneuse, à la différence de tout ce que nous avons visité pendant les 4 premiers jours dans ce pays, qui était plus désertique et plus, oui, aride. C'était le salon le plus important, appelé la salle des chevaliers. C'est ici que se tenaient les réunions. Vitales pour le fonctionnement de ce fort, pour la préparation de toutes les attaques et surtout la protection contre les ennemis qui arrivaient. Il avait un anneau extérieur et cette partie se trouve à l'intérieur de l'anneau intérieur. Là, il y a plusieurs couches de sécurité pour empêcher les envahisseurs d'arriver, d'entrer par ici. La cuisine où ils coupaient les légumes, désossaient le poulet, enfin préparaient tout pour la cuisson au four. Ensuite, ici se trouve le four et regardez comme il est immense ce four. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir les fours arabes. Mais tout ça, au fond, on y mettait du feu et on mettait le pain sur les bords. Il cuisait, mais quel four immense. Je vais voir si je peux placer la caméra par là et m'asseoir pour que vous puissiez voir la grandeur de cet endroit. Et voilà, ici, nous avons le pain prêt à être enfourné dans le four du crack des chevaliers. Impressionnant, n'est-ce pas? C'est vraiment son nom original en français, le crack des chevaliers ou quelque chose comme ça. Excusez ma prononciation un peu rien du tout. Enfin, un vrai désastre. Continuons à explorer l'extérieur de cet endroit. Et maintenant, depuis le sommet du château, vous pouvez admirer l'enceinte extérieure de défense et toute la verdure qui l'entoure. C'était impressionnant. Mais je crois que c'est la première fois que je ne vois pas autant de destruction en Syrie, ni à cause des tremblements de terre, ni à cause des guerres civiles.
Cet endroit est plus agricole. On voit qu'il est plus éloigné des grandes villes et donc je ne sais pas s'il a été autant détruit que le reste du pays. Et dites-moi, qui n'est pas intrigué par ces passages secrets qui ressemblent à des labyrinthes? Par ici, eh bien, on voit sûrement qu'il mettait les canons ou je ne sais pas. Quelles armes utilisait-il à l'époque? Regardez, encore des petits escaliers. Et on continue à avancer dans ce couloir pour voir où on arrive. Juanes dirait, à Dieu je demande que si je meurs, qu'elle soit d'amour. Moi, je lui dirais, à Dieu je demande qu'il ne m'enlève jamais. Cet esprit aventurier, explorateur, parce qu'il m'a vraiment permis d'atteindre des endroits incroyables que je n'aurais même jamais imaginé. Et ici, on a une preuve. Regardez, quelle beauté, ces vues. Ce fort est incroyable, c'est magnifique de parcourir un peu mes racines. Parce que oui, même si ce n'est que 5% de sang syrien. Regardez cette particularité que je remarque, c'est que les réservoirs d'eau des maisons sont tous rouges, très peu sont bleus, la plupart sont rouges. Est-ce que cela était imposé par le gouvernement précédent? Comme la couleur rouge du drapeau, de la même manière que tous les commerces devaient avoir le drapeau syrien, et aujourd'hui aussi, sauf qu'ils doivent avoir le nouveau. En fait, il y a une période de validité pour changer l'ancien drapeau par le nouveau. Hier soir, en marchant dans les rues d'Alep, nous avons vu un monsieur peindre la Sainte Marie de son commerce en vert. La bande du haut, le changement n'est pas si radical, car la bande du milieu et celle du bas restent les mêmes, blanches et noires. La seule chose, c'est qu'il faut ajouter une étoile de plus au sud et eh bien, la partie du haut. Ainsi, on élimine la couleur rouge de l'histoire de la Syrie. Et l'endroit le plus élevé de ce château, c'est la tour de la file du roi. Allons l'explorer ensemble. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Cette petite porte me dit non, mais par ici, il y a des escaliers assez étroits. Mon Dieu, vous allez pas me croire, mais je souffre un peu de claustrophobie. Je crois que depuis que je suis petit, j'ai eu un épisode avec des amis en jouant à la maison et ils m'ont sauté dessus et m'ont enfermé dans un sac de couchage. Jeu de quartier. Et depuis ce moment-là, quand je suis dans des endroits trop fermés, ça me fait comme tout, comme tachycardie. Ah! Quelle beauté! Quelle beauté! Ah! Ouf! Et maintenant, tout en haut du crack des chevaliers. L'une des choses que j'aime en tant que touriste en Syrie et aussi en tant que local, c'est que je peux porter des shorts, un t-shirt pour me balader, sans aucun problème. Pour ceux qui ont vu la série sur l'Iran, le pays que je vous ai montré avant d'arriver en Syrie, là-bas, même les touristes hommes ne peuvent pas porter de shorts. Et bien sûr, les femmes doivent être couvertes. Même si aujourd'hui il y a eu un peu de rébellion, au moins concernant le port du hijab, mais pas question de chupes ou de shorts. Oubliez ça, même si ici en Syrie c'est possible. Je suis venu à une époque où il fait très froid, il y a beaucoup de vent et j'ai pratiquement envie de porter des pantalons longs, des chemises longues. Mais je mets ça par rébellion parce que je me dis que si je peux, je viens déjà d'un pays où je ne pouvais pas. Pour une semaine, tous mes vêtements sont sales, je n'ai pas lavé de vêtements, il me reste que des shorts, qu'est-ce que je vais faire? Profiter tant que je peux et supporter le froid comme s'il ne faisait pas froid. La brise est très forte et si vous venez, non, ne faites pas ce genre de bêtises. Ne vous mettez pas en danger. Ici, vous pouvez voir le petit escalier par lequel je suis monté. Littéralement, elle devient plus étroite. Et si on glisse le pied, voilà. Oh! C'est fait, d'accord, voilà.
Et quand je vous dis qu'on dirait que la guerre ou le tremblement de terre n'est jamais arrivé ici, c'est vrai. Et en fait, c'est l'une des forteresses médiévales les mieux conservées au monde. C'est pourquoi, en raison de son importance historique, non seulement en Syrie, mais aussi dans l'histoire de l'humanité, elle a été déclarée patrimoine mondial de l'UNESCO en 2006. Et c'est très bien, vraiment très bien. Rien à reprocher, à part quelques paquets de cigarettes qui traînent par-ci, par-là, que demander de plus à ces Syriens qui fument partout, dans la voiture, les hôtels, restaurants, même la salle de bain, parce que seule la mosquée échappe à la cigarette. Pour le reste, je pense qu'ils fumeraient même dans les avions. C'est fou, tous ceux qui fument ici. Pas seulement en Syrie, mais dans la plupart des pays du Moyen-Orient. Mais un endroit aussi impressionnant. Fuerte. Et même la rivière servait pour que le roi promène la reine en canoë ou pour qu'il prenne de l'eau pour le fort. C'était l'écurie et je vous jure que ça sent encore le cheval. Combien de siècles après qu'un cheval a quitté une écurie faudra-t-il pour que son odeur disparaisse? Il devrait créer des parfums à l'odeur de cheval. Comme ça, notre demoiselle se souviendrait de nous pour toujours. Nous nous sommes un peu éloignés du palais pour avoir cette vue panoramique et regardez quelle beauté. Imaginez être le fils du roi ou le roi lui-même. Enfin non, pas le roi, parce qu'il aurait beaucoup de soucis. Honnêtement, rien à envier à un roi de l'époque médiévale. C'est vrai qu'il pouvait être la plus haute autorité, la figure la plus idolâtrée par la population, mais aussi avoir trop de travail. Beaucoup de choses dont s'inquiétaient. Ils ne dormaient peut-être même pas tranquilles en pensant qu'on allait les conquérir, qu'on allait... Qu'en dites-vous? Médiéval. Auriez-vous aimé faire partie d'une famille royale ou même être roi ou reine à l'époque médiévale? Nous avons laissé le fort de l'autre côté de la montagne pour venir dans un monastère. Et regardez la beauté de cet endroit, il s'appelle le monastère de Saint Georges, chrétien bien sûr, et il remonte au VIe siècle. Quelle beauté de cet endroit, c'est-à-dire la paix, le silence, c'est incroyable. En plus de l'endroit où il est situé, la quantité de verdure, de montagnes autour, je trouve ça merveilleux, on s'y tient. Cet endroit se trouve dans la vallée des Chrétiens et le petit village s'appelle Al-Mishtaya, dans la région de Homs, toujours en Syrie. Et c'est intéressant parce qu'il est majoritairement chrétien. Il y a 32 petits villages dans cette région et 27 sont chrétiens. Et ceci est un monastère orthodoxe grec. Eh bien, j'ai vu peu de choses que j'ai pu vous filmer, mais je trouve que c'est un endroit merveilleux. Ce monastère a été fondé au 5e siècle, probablement pendant le règne de l'empereur byzantin Justinien I. Et on pense qu'il a été construit sur les ruines d'un ancien temple païen dédié au dieu Homère. Le complexe fait 6000 mètres carrés et il a été restauré en 1857, donc il est vraiment bien conservé. Franchement, c'est une visite que je recommande vivement. Une autre facette de la Syrie que je n'avais pas encore eu l'occasion de découvrir. Non seulement parce que ses environs sont entourés de vallées vertes spectaculaires, mais aussi pour la paix qui règne ici. Últimas décadas.
parce que les ravages de la destruction que le pays a dû traverser ces dernières décennies ne sont pas aussi présents ici. Et regardez ce que je vous dis, en sortant simplement du monastère, il y a du vert tout autour de vous, à 360 degrés. Là-bas, il y a une partie du petit village, et pour le reste, eh bien, le monastère est des montagnes et encore des montagnes. En enquêtant un peu plus, j'ai pu lire que sur les 32 villages que je vous ai mentionnés, les 5 restants sont musulmans. Mais parmi ces 5, 4 sont alaouites et 1 est sunnite. Je vous ai déjà mentionné que eh bien, le sunnisme est la branche de l'islam la plus présente dans le monde entier, avec environ 80 à 85%, et les 15% restants sont chiites. Cependant, au sein des chiites, il existe différentes branches ou ramifications dont certaines ne sont même pas reconnues par les chiites comme faisant partie de l'islam. Parmi eux, il y a les alaouites. Ceux-ci croient qu'Ali, qui était le cousin et le gendre du prophète Mohammed, se manifeste à travers une divinité. C'est comme la figure, sinon la plus importante, l'une des plus importantes de l'islam. Mais ils ont aussi certaines croyances du christianisme, d'autres agnostiques et d'autres de l'islam orthodoxe. Par exemple, certains célèbrent Noël ou l'épiphanie comme dans le christianisme. D'autres ne jeûnent pas pendant le Ramadan, par exemple. Et le plus fou, c'est qu'ils sont comme une secte à laquelle tu ne peux pas te convertir. Tu dois être initié au sein des Alaouites. C'est-à-dire que si à 20 ans tu es chiite ou sunnite et que tu veux devenir alaouite, tu ne peux pas. Il faut être né dans une famille alaouite. La connaissance n'est partagée qu'au sein de cette communauté. Difficultés, et pendant des années, ils ont été comme persécutés et en même temps, ils ont rencontré beaucoup de difficultés. Il y a des différences de type sectaire et c'est pourquoi de nombreuses guerres et répressions ont éclaté. En fait, l'ancienne famille qui était au pouvoir, c'est-à-dire Bachar el-Assad et Hafez el-Assad, son père était alaouite. Donc, peut-être que tout ce rancor qu'ils avaient contre le reste des musulmans, aussi bien en Syrie que dans les pays voisins, a fait qu'ils ont pris des décisions aussi insensées et folles, basées sur leurs croyances, leur religion, je ne sais pas. Et qu'ils aient fini par détruire un pays aussi beau et aussi important au Moyen-Orient. Nous venons de faire une pause au milieu de la route pour acheter l'essence, car c'est un autre des produits qui manque dans ce pays. Et lorsque j'ai demandé pourquoi il n'y avait pas d'essence en Syrie, on m'a dit que bien que ce soit un pays pétrolier, la majorité des puits de pétrole se trouvent au nord-est du pays et que ce territoire est occupé par les Kurdes. Je l'avais déjà évoqué dans la vidéo sur l'Irak. Les Kurdes sont une ethnie totalement différente, ils ne sont même pas arabes, ils ont leur propre langue. Et même s'ils sont musulmans, ils ont des pratiques et des traditions très à part. En fait, eh bien, dans l'Antiquité, ils étaient comme tout le monde situés à l'intérieur de ce qui était l'Empire ottoman. Et après la Première Guerre mondiale, on ne leur a pas attribué un État. Et maintenant, ils sont dispersés entre la Syrie, le Liban, la Turquie et l'Irak. Et je trouve impressionnant, voyageur, le nombre de conflits que ce pays a eu avec les minorités sectaires, avec les différentes ethnies. C'est-à-dire, je vous ai déjà raconté il y a un moment l'histoire de l'ex-président et de sa famille qui était alaouite. Et donc, tous les problèmes qui ont pu surgir à cause de différentes religions. Le jour où je suis arrivé près du palais du gouvernement, il y a aussi eu un bombardement par Israël en défendant les Druzes, qui sont une autre minorité religieuse dans le pays. Et comme si cela ne suffisait pas, maintenant aussi, ils ont des différends ou des problèmes avec les Kurdes, qui sont ceux qui administrent les zones pétrolières du pays, et ils doivent leur acheter le pétrole. Du Liban, comme vous pouvez le voir ici, dans presque toutes les régions du centre du pays, pas dans les principales villes évidemment, mais j'ai vu beaucoup d'essence, même depuis que je traversais la frontière. Et voilà la raison pour laquelle on n'en trouve pas dans les stations-service normales. Gracias. 1 litre, $1 au milieu de l'autoroute, au milieu de la route, ici en Syrie. Merci.
Après avoir roulé environ 3 heures depuis Al-Mishtaya, là où nous étions, nous sommes venus à Palmyre, l'un des villages les plus spectaculaires et qui, dans l'Antiquité, vivait justement du tourisme ici en Syrie. C'est impressionnant de voir comment, à l'entrée du château, on trouve toutes ces sortes de barricades remplies de pierres et sable pour, j'imagine, arrêter les balles et les affrontements. C'est largadísimo que se te ligaron, güey. Et en fait, ce château a été occupé par les Russes pendant la guerre civile en 2011. C'est pour ça qu'on voit autant de protection ici et ensuite autant d'abandon. Parce qu'après la chute d'Al-Assad, tout le monde a quitté le pays, surtout les Russes et aussi les Iraniens. J'ai vu plusieurs vidéos où l'ambassade d'Iran est totalement abandonnée. Eh bien, tous ceux qui soutenaient l'Iran, ce régime, donc, ils sont partis. Wow! Ils sont partis. Et pour arriver au château, il faut traverser ce pont. Je dois admettre que c'est la première fois que je vois des touristes pendant tout mon voyage en Syrie. Et ce sont des Asiatiques ici devant le château de Palmyre. Et en fait, non, je mens en disant cela. Il y a encore 15 ans, cette ville vivait entièrement du tourisme. Aujourd'hui, eh bien, ce n'est plus le cas. Mais c'est fou que les seuls touristes que j'ai vus en 7 jours en Syrie soient ici à Palmyre. Et si l'on remonte quelques millénaires en arrière, Palmyre était une ville très importante sur la route de la soie, car elle reliait tout l'Empire romain aux Perses, aux Indiens et même aux Chinois. Donc toutes les caravanes s'arrêtaient ici, principalement pour s'approvisionner en eau. Elles mangeaient, se reposaient et poursuivaient leur route. Entre le 8e et le 13e siècle après Jésus-Christ, c'était une ville cosmopolite et vraiment prospère. D'ailleurs, il y a dans l'histoire la reine Zénobie, qui était très rebelle et a voulu se révolter contre l'Empire romain. Et elle a conquis l'Égypte et l'Anatolie. Et ensuite, eh bien, les Romains ont envoyé plusieurs armées et ont fini par la renverser. Mais son héritage est resté ici à Palmyre, inscrit pour toujours. Regardez ces colonnes de granit. Nous descendons de la colline et arrivons à la colonnade monumentale. Là, on trouve 1,2 km entouré uniquement de colonnes. Et il y en a certains qui attirent particulièrement mon attention, car elles sont en granit. Je vous avais déjà dit que la reine Zénobie avait conquis l'Égypte, donc il faisait venir les granits d'Aswan. Il entretenait bien, des relations commerciales très étroites entre Palmyre et cette ville d'Égypte, surtout parce qu'elle était très inspirée par le travail qu'avait accompli Cléopâtre. L'une des raisons pour lesquelles cet endroit est si bien conservé, c'est parce qu'il est resté enseveli sous le sable du désert de Palmyre. 1920, pendant pratiquement 1500 jusqu'en 1920, quand les Français sont arrivés ici après la Première Guerre mondiale et ils ont commencé les fouilles et ils ont découvert cette merveille. Eh bien, ils ont continué jusqu'en 2010. Pendant la guerre civile, tout le monde est parti d'ici, même de nombreuses parties qui étaient mieux conservées. Elles ont été détruites par Daesh, qui a occupé cette zone entre 2015 et 2017. Il ne suffisait pas seulement des Russes, mais aussi de Daesh.
Ceci est l'un des plus grands exemples de destruction de ce groupe islamique extrémiste. Cette façade était totalement intacte. Et en fait, je me trouve dans ce tel amphithéâtre. Regardez comme cet endroit est beau. Salam alaikum, tout cet endroit est magnifique. Mais ici, bon, on ne peut plus voir de décombres. Attention, une grande partie de la structure est encore intacte. Mais imaginez-vous cet endroit totalement parfait, résistant au passage des années. Pour qu'ils viennent, un groupe extrémiste vienne détruire. Et ceci que vous voyez ici, c'était l'Agora, ou la place centrale de Palmyre, entièrement entourée de colonnes. Un fait curieux, c'est que juste là-bas au fond, il y a des textes gravés sur la roche en grec et en palmyrénien. Cela veut dire que dans cette ville, déjà au 1er, 2e et 3e siècle après Jésus-Christ, c'était bilingue et il y a beaucoup d'endroits dans toute cette zone archéologique qui ne peuvent pas être visités parce qu'il y a encore des mines au sol. Donc ici, c'est comme la zone sécurisée. Si vous avez vu les vidéos d'Irak, surtout celles de Mossoul, vous avez peut-être vu des maisons et des espaces où le gouvernement américain écrivait « safe », disant qu'ils avaient déjà sécurisé l'endroit après leur passage. Dans cette ville, mais ici, comme ils ont expulsé l'État islamique, comme en 2017, ils n'ont pas laissé de carte ou quelque chose comme ça, et même pas les Russes qui étaient là-bas. Le gouvernement de Bachar el-Assad, il avait, oui, comme une carte indiquant où se trouvaient les mines. Donc, ils attendent toujours de l'aide de certains experts pour enlever les mines, pour pouvoir ouvrir toute la zone archéologique au public. Nous terminons cette visite archéologique par le temple de Bel, le plus grand, entre le 1er et le 3e siècle après Jésus-Christ, de son style, fait en l'honneur donc du dieu Bel. Tout ceci que vous voyez, détruit, à nouveau par Daesh. C'était comme la salle de prière, juste au centre du temple. Contrairement à la colonnade, le temple de Bel, il n'a pas été enterré jusqu'à l'arrivée des Français. En fait, il était utilisé comme un hôtel pour les Bédouins. Cependant, quand les Français sont arrivés, eh bien, ils les ont tous déplacés et ils lui ont enlevé, disons, cette fonction moderne qu'il avait pour le préserver comme site archéologique, commencé des restaurations. Mais ensuite, en 2016, tout a été détruit. Bien. Bien. Nous comprends crêtre. You're welcome. Bon, non, j'achète pas, merci. Amigo. Bonjour les amis, c'est beau et pas cher. Bon, pas cher. C'est Hueso Camelo. Ouais, ça quand même. Comment sais-tu parler espagnol? Touriste. Différente avant. Quand j'étais jeune, j'ai travaillé comme touriste. Ah. Quand les touristes arrêtent de venir. Et à propos d'avant, ça fait 15 ans. D'accord. Mais maintenant, nous venons. Chaque jour, encore de groupe en groupe, nous venons. D'accord. Chaque jour, nous avons des touristes. Combien de personnes chaque jour, tous les jours? Aujourd'hui, 50 personnes sont venues. 50, waouh. Waouh, c'est beaucoup. 2, 3. Waouh, tout le temps. Je suis très reconnaissant pour ça, mon ami. Merci beaucoup. J'aime les touristes qui viennent dans mon pays. Mon Dieu, merci beaucoup. Très bien. Ah. Vous êtes le bienvenu dans mon pays. Vous êtes le bienvenu. Shukran, Habibi. Les touristes, Shukran, Habibi. je vous en prie, ravi de vous rencontrer. C'est vraiment beau. C'est beau. Et j'espère que ce pays refleurira à nouveau, que les touristes
pourront venir se sentir en sécurité et explorer un peu la Syrie, autant pour sa gastronomie qui est spectaculaire, que pour ses sites archéologiques et sa nature, et qu'ils aident à le reconstruire, parce que ce dont on a le plus besoin en ce moment, c'est d'argent pour pouvoir reconstruire tout ce qui est pratiquement détruit. Hey, Gas Tourist. Ah ouais, je travaille. Ok. Avec des touristes quand j'étais jeune. D'accord. Madré, c'est un sac. Il est fait main par ma mère. Je... C'est un petit peu- Là, je sais ça, ok, c'est juste ça. C'est mauvais. God bless your grandma as your other. God's your other. Me, thank you, thanks. Tous les temps. The Virgin. Merci mon ami. Merci la Vierge. Oh, qu'est-ce que c'est? Hoy. Oh, es tempo. Oh. Camel. Ah, viande, pas de problème. Camel, agneau, cordero. Bonjour. Oh, agneau. Ah, ah. Bonne. Voilà, excellent. Là, tu l'as. Qu'ils le ressentent. Très bien, très bien. Oh, oh. Oh. Cordero. Lamb. Tête, oui, oui. Une petite portion de riz. Wow. Regardez comment ils mettent des braises au milieu. Pour fumer. Para darle un poco de sabor pour fumer le riz. Wow, fumer le riz pour lui donner un peu de goût. Ça doit être divin. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Et regardez, à l'arrivée dans tous les endroits, on vous offre un petit café. Comme un shot, c'est comme ça qu'ils te le donnent. Un petit café, bienvenue. Merci. Avec de la cardamome. Ça a une saveur assez intense, mais moi j'aime bien. Merci, Emmanuel. D'accord, goûte le riz. Suscris-bête, voyons ce que vaut le riz, abonne-toi. Mama, parba. Oui, bien sûr, c'est quelque chose de typique. Non, plus jeune, plus de shawarma, shawarma. Ici. Regardez, regardez, regardez. Bien sûr, évidemment. La cuillère directement de la louche venant du riz, évidemment. Oh. Regardez la beauté de cet endroit. On enlève ses chaussures et regardez comme c'est spectaculaire. On s'assoit là pour manger et j'avais envie de manger une assiette entière de nourriture. Au moins, j'ai pu la goûter pour vous filmer la vidéo. Et c'était vraiment bon, mais bon, ils ont mis trop de temps. 1 heure et quelques, et ils n'avaient même pas encore apporté une petite salade, alors on a décidé de partir. Donc maintenant, on a un long trajet jusqu'à Damas, et on s'est arrêté pour manger ailleurs. Regardez cette super mitrailleuse tout en haut d'une toundra. C'est dingue. Je dois quand même préciser une chose, c'est la gentillesse des policiers. Les gens ici sont armés jusqu'aux dents et à n'importe quel barrage ou point de contrôle, ils te sourient quand même, te donnent leur bénédiction, te laissent prendre des photos, filmer des vidéos. Et vraiment, on sent qu'ils veulent protéger les peuples et surtout les touristes. Et spécifiquement dans cette ville, Palmyre, qui est l'une des plus visitées, ou qui était l'une des plus visitées en Syrie. Et ils essaient bien de faire revenir les gens. Mais en vérité, en 7 jours depuis mon arrivée dans le pays, mon expérience avec la police, l'armée et bien tous les corps de sécurité déployés dans les rues a été incroyable. Incroyable. Et il faut en être reconnaissant. Voyageurs, nous nous arrêtons ici pour la vidéo d'aujourd'hui, après avoir visité le crack de Chevalier, le monastère de Saint-Georges et les ruines de Palmyre.
Nous avons parlé des divisions religieuses de l'islam, chiites, alaouites, sunnites, druzes, entre autres, et comment ces différences ont alimenté des décennies de conflits. Mais nous avons aussi découvert l'autre visage de la Syrie, la gentillesse de son peuple, sa fierté culturelle et ce grand désir de retrouver les touristes. Dans le prochain épisode, nous aborderons la période la plus sombre et triste de cette nation. Nous allons visiter Saïdnaya, la prison la plus redoutée du pays, connue sous le nom de l'abattoir humain. Un endroit où, selon des dénonciations internationales, des milliers de personnes ont été torturées, exécutées ou ont simplement disparu. Nous explorerons son histoire, son rôle au sein de l'appareil répressif syrien et ce qu'elle représente pour les victimes et leurs familles. Nous parlerons également avec des personnes qui ont vécu à cette époque, y compris celles qui ont été emprisonnées dans ce lieu, et nous verrons comment la peur est toujours présente, même si le conflit n'est plus à la une de tous les journaux. Ce sera l'épisode le plus dur, le plus difficile, mais nécessaire pour comprendre toute la complexité de ce pays. Alors abonne-toi, active la cloche et on se retrouve très bientôt dans le prochain épisode de cette série à travers les terres syriennes.